Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire. L'information est depuis ce week-end confirmée. L'ex-chef d'État Thomas Boniaï assure désormais la présidence du parti Les Démocrates avec sa désignation à ce poste. Que peut-on s'attendre dans les jours à venir sur le plan politique au Bénin? Canal 3 a tendu son micro à quelques acteurs politiques que vous suivrez dans un instant. Ensuite, la dictée matinale est depuis le 19 septembre 2023 obligatoire dans l'enseignement primaire au CM1, au CM2 dans le département du littoral. Une décision de la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire. Ce lundi matin à 7h, nous sommes allés, bien entendu, dans les classes concernées au complexe scolaire de Kokotomé. À suivre dans un instant, l'ambiance de classe, l'appréciation des écoliers et des enseignants. Et puis enfin, nous irons dans les 2 KP sur l'as Kota-Pondé qui continue de donner des soucis aux usagers. Emprunter donc cette route longue de 50 km est donc un casse-tête pour les populations, surtout en cette période de pluie. Et pourtant, les travaux devraient déjà être en cours. Qu'en pensent les populations et à quand le démarrage effectif des travaux? On va le savoir dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'information est depuis ce week-end confirmée. L'ex-chef d'État Thomas Boniaï assure désormais la présidence du parti Les Démocrates avec sa désignation à ce poste. Que peut-on s'attendre dans les jours à venir sur le plan politique au Bénin? Canal 3 Bénin a tendu son micro à quelques acteurs politiques. Pour la majorité des hommes politiques rencontrés, l'enjeu politique au Bénin est désormais de taille pour le compte des élections générales de 2026. On l'écoute. Dans l'espace politique du Bénin, naturellement, ce qui va changer déjà, c'est ce qui se passe depuis qu'il a été annoncé que c'est le président Yahi Boni qui prend la tête du parti. C'est le branle-bas dans le pays. Et dans le paysage politique au Bénin, je crois que au regard des entités politiques que nous avons, les autres entités qui sont en face du Parti Les Démocrates comprendront désormais que l'enjeu est de taille. D'aucuns pourraient craindre peut-être que le dialogue soit encore plus difficile avec l'opposition. Dialogue plus difficile parce que Boni Yahi, jusque-là, sa position parfois de retrait, même si on sait qu'il est le soutien fondamental de ce parti d'opposition, il gardait un retrait en tant qu'ancien président qui lui permettait jusque-là d'être dans la médiation, n'est-ce pas, avec le pouvoir en place. Il pouvait se déplacer, aller rencontrer Patrice Talon. Maintenant qu'il descend lui-même dans l'arène cette fois-ci, cela pourrait vicier un peu le débat parce que ça dit un certain nombre d'intentions. C'est une première depuis du renouveau démocratique qu'un ancien président de la République, n'est-ce pas, arrive après l'exercice en fait du pouvoir d'État, se retrouve en fait à présider un parti politique dans notre pays. C'est une première et je pense que c'est à prendre en compte et c'est à percevoir comme tel. Comme il n'y a pas un texte de la République qui interdit à quelqu'un de passer du président d'honneur au président du parti ou de président de la République à un président de parti, donc on ne peut pas donc s'opposer ou trouver ça normal que le président Boni Yahi ait décidé d'être le président du parti Les Démocrates. Yahi Boni, en 2016, en passant le témoin au président de la République actuelle, avait promis, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il déclarait qu'il finissait ainsi avec la politique, qu'il allait peut-être s'occuper d'autre chose. Mais là, force est de constater en fait que, avec les événements dont on parle, c'est qu'il a changé d'avis. Boni Yahi n'est pas n'importe qui, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, bon, espérons que cela permette véritablement encore aux acteurs de la mouvance présidentielle, notamment les partis de la mouvance présidentielle, de retrousser davantage les manches pour se mettre au travail parce que on connaît Boni Yahi, des spectacles de concert ou de football un peu partout pour désormais montrer qu'il est président du parti politique Les Démocrates. Il ne faut pas, n'est-ce pas, s'attendre à d'autres spectacles avec Boni Yahi. Donc on verra ce que ça va donner pour l'échiquier politique national. Je pense qu'il devra tenir compte de beaucoup de choses
et pour qu'on évite au peuple béninois qui ne veut que la paix, qui veut que voir ses souffrances s'amoindrir, qui veut des résultats concrets et non la politique politicienne à laquelle nous sommes habitués. Le peuple béninois veut voir ses souffrances allégées. Alors, on ne veut pas continuer dans une guéguerre de personnes, mais plutôt apporter des solutions concrètes aux problèmes des masses. Je voudrais donc inviter tous les acteurs politiques, notamment la jeunesse, de ne pas tomber dans le piège qui nous met dans un combat en deux personnes et qui nous fait oublier les combats de développement, des échéances qui nous attendent, des défis qui attendent nos pays, qui doivent, travailler à pouvoir reculer tout ce que nous avons appelé, ou bien tout ce que nous pouvons appeler aujourd'hui comme notre adversaire, notre ennemi, qui est la pauvreté. C'est l'unique combat qui nous reste à faire et par conséquent, on ne va pas s'enfermer dans une guerre entre deux personnes, dans des querelles entre deux personnes et oublier ce qui est fondamental pour nous, qui est le développement donc, de notre pays. Yayi Boni, donc président du parti Les Démocrates, que pensent aussi les citoyens de la ville de Cotonou. Nous avons recueilli pour vous quelques avis. Pour certains d'entre eux, la politique au Bénin amorce ainsi un autre virage. On les écoute. La politique, c'est la ruse, c'est du faux, c'est du pipeau. Donc, prendre les rênes de la politique, peut-être c'est pour pouvoir rassurer les membres du parti, les leaders, les partisans, les sympathisants, sûrement. Bon, avec Yayi Boni, on sait de quels hommes il s'agit. Donc peut-être c'est pour les raisons de confiance que la direction du parti a choisi Yayi Boni comme président du parti Les Démocrates. C'est un événement. Yayi est président du parti politique, c'est un événement. Le visage politique du Bénin a amorcé depuis le samedi un autre virage. Yayi n'a plus d'intérêt. Il n'a plus d'intérêt à prendre dans le pays. Il a déjà tout donné. Vous voyez. Mais c'est un animal politique. Vous voyez. Admettons-le comme ça. C'est un animal politique. Et sans la politique, il ne peut. Vous voyez. D'abord, lui, il a dit que ces médecins dit s'il est assis à la maison, il serait gêné. Donc là, maintenant, c'est une occasion à Yayi Boni d'être actif sur le terrain. L'essentiel, 2026 serait un peu rude. Vous voyez, il va peser son poids. Et bien voilà, vous le savez sans doute, la dictée matinale est depuis, bien entendu, le 19 septembre 2023 obligatoire dans le département du littoral, dans les classes de CM1 et de CM2. Justement, c'est une décision de la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire qui a donc inspiré une de nos équipes à effectuer une descente au complexe scolaire de Kokokodi ce lundi matin. L'objectif pour nous est donc de faire une immersion dans le processus de déroulement de la dictée matinale. Voici les images. Il est 7h ici à l'école primaire publique de Kokotoma. Cahier ouvert, stylo en main ou sur la table, les élèves de cette classe de cours moyen deuxième année groupe C sont prêts pour la dictée matinale. Conseil à un enfant, tel est le titre de l'activité du jour. Quand tu seras à table, virgule. Concentré et à l'écoute du maître, chacun écrit dans son cahier, dans un mouvement continu de tête selon la compréhension et son niveau de maîtrise des règles de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Tous les matins, déjà à 7h, les enfants sont en classe et puis nous leur faisons la dictée. Et après la dictée, il y a des questions de compréhension que nous posons sur la dictée, les enfants répondent. Et nous profitons de cette occasion pour réviser les connaissances acquises au niveau des outils linguistiques, c'est-à-dire la règle de grammaire, orthographe, tout ça là. Nous révisons tout ça là à travers la dictée. Au début, ça n'a pas été facile. Il y a des enfants, même si on titre plusieurs fois et la même phrase, il y a des enfants qui ne terminent pas la dictée, mais actuellement, ces enfants-là arrivent à terminer la dictée, ils sont conscients et puis il y a d'amélioration à leur niveau. Après la lecture du test et sa transcription dans les cahiers par les apprenants, les élèves réagissent.
Pendant que certains tirent des leçons du test, d'autres nous parlent de l'importance de l'exercice auquel ils viennent d'être soumis pendant une quinzaine de minutes. La dictée est un conseil à un enfant. Et quand je serai à table, je ne ferai pas le difficile. Je boirai peu et je mangerai proprement et simplement. Si on fait la dictée matinale, ça nous permet de bien réussir. Parce que parfois, si on fait l'examen, on fait dictée éliminatoire. Donc, on doit bien faire les dictées. Et si on réussit on ne fait pas des fautes, on peut réussir à l'examen. Cette activité est une routine pour ces candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire. Récemment, une note de service de la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire du littoral appelle les enseignants à mettre plus l'accent sur l'amélioration du niveau des apprenants à travers la dictée. Nous avons pris sur nous la responsabilité depuis longtemps, depuis toujours, de toujours faire une dictée matinale aux enfants. Nous avons été encore galvanisés quand on a vu la note de service sortie par la DEDAMP littorale qui a demandé à ce que les titulaires des classes de CM1 et de CM2 puissent souvent venir très tôt pour le faire. Nous le faisons toujours. Nos enfants sont habitués à ça. Depuis le CM1, ils sont habitués à ça. Dès qu'ils doivent venir à l'école, ce n'est plus une contrainte pour eux aujourd'hui. En dépit des avantages que présente la dictée pour les élèves, elle doit être accompagnée, d'après l'instituteur, d'un suivi des parents pour l'atteinte des résultats escomptés. Et puis circuler sur le tronçon menant à Rundjava, dans l'arrondissement de Kwao, commune de Ouida, est bien entendu une véritable calvaire, épreuve, mais aussi cette voie se trouve dans un état de dégradation avancée, ce qui est source de plusieurs désagréments pour les usagers, dont les accidents, bien entendu. Nous sommes descendus sur le terrain et voici le compte rendu. Des nids de poules et d'importantes étendues d'eau stagnantes. Ce sont les obstacles que bravent les usagers de ce tronçon de l'arrondissement de Kwao chaque jour qui passe. Devant l'ampleur des eaux, cette dame hésite. C'est triste. Nous souffrons ici depuis plusieurs années et rien n'est fait pour nous sortir de cette situation. Des promesses se font lors des campagnes électorales, mais ne sont pas tenues. À l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, nous avions espéré un changement qui n'a jamais suivi. Dans cette localité, toutes les voies sont dégradées avant de circuler sur ce tronçon. On réfléchit plusieurs fois. C'est vraiment difficile. Au-delà du calvaire que vivent ces usagers, l'impraticabilité de cette voie engendre quelques difficultés sur le plan économique. Pour le transport d'ici au marché, les conducteurs de taxi-moto prennent 1000 francs. Nous n'arrivons plus à vendre parce que les clients ont du mal à se déplacer et venir vers nous. Fatigués de cette situation qui perdure depuis quelques années, les habitants de l'arrondissement de Kwao appellent les autorités au secours. Annoncé depuis plusieurs mois en Conseil des ministres pour être aménagé et bitumé, l'AS Kota Kondé continue de donner des soucis aux usagers empruntés. Cette route longue de 50 km est donc un casse-tête, bien entendu, pour les populations des deux capés, surtout en cette période de pluie. Et pourtant, les travaux devraient déjà être en cours. Que pensent, bien entendu, les populations et à quand le démarrage effectif des travaux sur cette voie? Élément de réponse avec Alassane Arouna, Régis Hippolyte Agossou. Environ 5 mois déjà que le gouvernement de la rupture, en sa session du Conseil des ministres du 10 mai 2023, avait annoncé
l'aménagement et le bitumage de la route Kota-Kouandé-Péenko-Fort-Bouré. Une décision qui avait suscité un ouf de soulagement au sein des populations à la base. Mais quelques mois après cet effet d'annonce, les lignes n'ont presque pas bougé sur le terrain au grand désarroi des usagers de ce axe. Vraiment, la voie n'est pas du tout bonne. Tout d'abord, à cause de l'état de la voie, les braquages de temps à autre. Mis à part ça, l'état de la voie ne permet pas que nos engins on puisse les entretenir en bonne et due forme. Surtout dans les saisons pluvieuses, l'état de la voie, vraiment, la voie est impraticable, disons. C'est pas du tout facile. De jour en jour, l'état de la voie s'empire. Ça s'empire parce qu'en cette période de pluie, les cailloux sautent. Et vraiment, les motos, même ça amortit nos motos très rapidement. Pour nous autres usagers de cette voie, vraiment, ça ne va pas. La route Kota-Kouandé, longue de 50 km, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé, plongeant ainsi les populations des DKP dans un isolement total. Pour allier Nati Tengo en partant de Kouandé, il faut 2 heures, voire 3 heures, selon le moyen utilisé. Kouandé, Kota, avec les motos comme ces gens de moto, il faut environ 1h30 à voire 1h40. Mais si c'est les petites motos, là, vous allez aller à 2 heures. Vraiment, en tant que chauffeur, notre voie là, ça ne va pas. Du tout, même un peu. Chaque fois là, on souffre sur la voie. Nous qui avons des véhicules là, si tu payes un véhicule, même à peine 3 mois déjà, là, le véhicule est déjà cabossé. Donc vraiment, c'est la souffrance, c'est un calvaire. Sincèrement, on ne peut pas tout décrire à propos de la voie, mais vraiment on souffre. L'état de la voie est vraiment déplorable et la distance elle est également longue et la voie n'est pas du tout praticable. La voie n'est pas bonne, on souffre beaucoup. On ne sait pas comment on va faire pour arranger la voie là. Quand il pleut là, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Tout à l'heure là, on vient de Kodopunga, on s'est enfoncé, on ne peut pas s'en faire pour s'en sortir. Plusieurs patients, surtout les femmes enceintes, en instance d'être évacuées vers le CHD de Nati Tengo, seraient passés de vie à trépas à cause de l'état défectueux de cette route. Par rapport à l'évacuation des cas urgents sur la voie, les cas de malades urgents sur la voie, vraiment c'est déplorable. Parce qu'en cours de route, même si c'est l'ambulance qui prend la voie, le chauffeur n'arrive pas à atteindre l'autre bout très vite parce qu'il faut qu'il s'arrange à être très prudent sur le volant parce que la voie n'est pas du tout bonne. De Kotopunga à Ntengu, il peut faire 2 heures de temps, des fois 3 heures de temps parce que la voie n'est pas du tout praticable. Et les enfants naissent sur la voie, d'autres perdent leur bébé sur la voie. Donc c'est vraiment déplorable. On souhaiterait que l'État nous vienne au secours. C'est l'entreprise Adeoti SA qui aura la charge d'exécuter les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kota-Kouandé-Fort-Bouré. Sur le terrain, aucune trace d'engin lourd n'est encore visible, si ce n'est cette base de préfabrication Sisa Beresengou à Nati Tengo. Actuellement, l'entreprise Adeoti SA est en phase d'installation. Vous avez remarqué avec nous que suite aux dernières pluies, on n'a pas pu vraiment évoluer en tant que tel, mais comme la pluie a cessé, nous avons repris bel et bien avec les installations. Derrière, sur d'autres sites, il y a d'autres activités aussi qui se mènent. Nous avons la carrière à Kwandata qui est aussi en phase d'installation. Sur le tracé du projet Kota-Kouandé, nous sommes en train de faire les diverses études topographiques. Avant le démarrage proprement dit des grands travaux sur ce axe routier, les usagers continueront de souffrir le martyre. Et puis l'honorable Abdoulaye Gounou, élu de la 4e circonscription électorale, plus précisément de Kouandé, s'est prononcé sur l'aménagement et le bitumage de la Kota Kouandé. Pour le député qui a longtemps cherché l'information, il est important que le ministre en charge des transports et les responsables de l'entreprise en charge des travaux de ce TAS communiquent suffisamment afin d'éviter les intoxications sur le terrain. Le député de l'Assemblée nationale qui sait désormais tout sur ce chantier et rassure les populations que l'entreprise Adeoti est à pied d'œuvre pour la conduite des travaux. On l'écoute. Le Parti Bloc républicain est entouré en ce moment dans le département de la Takora et celui de la Donga. Vous savez, on peut venir ici
en marge de cette tournée sans voir les autres réalités du terrain. Donc j'ai profité pour parcourir un peu nos projets routiers qui sont en cours, notamment celui de Kota Kwande, confié à l'entreprise Adeoti depuis 2022, qu'il a le marché. Il y a du bruit, il y a de l'intoxication, tout le monde dit que rien ne se fait, bon, etc. Il fallait que je voie de très près. Effectivement, quand vous voyez sur rien du monde qui a un chantier, rien. Vous avez la présence de rien du tout, il n'y a même pas de camion, il n'y a pas de machine, ni rien. Il n'y a personne sur le chantier, bref, il n'y a pas de vie sur le chantier. Et il n'y a même pas été, donc, même une pierre n'a été déplacée. Alors, c'est le sentiment que ça donne, alors le sentiment que rien ne se fait. Mais, en réalité, les choses se font. Avant de venir, j'ai cherché à avoir des informations fiables et réelles. Adeoti, c'est la fermeture totale. J'appelle, il ne décroche même pas lui. Il ne veut pas donner les informations. J'appelle également le côté du ministre qui a remplacé Romain. Lui non plus, c'est la fermeture totale. Il n'y a pas d'accès à l'information. Il a fallu qu'on vienne ici et que le ministre Romain, qui est membre de notre délégation, qui a pu avoir accès à certaines informations pour nous dire réellement ce qui se fait. Donc, nous savons que beaucoup de choses se font désormais, le niveau d'évolution, les travaux qui se font. Donc vraiment, je remercie le ministre Romain. Je voudrais dire au ministre Tonato et à Adeoti, nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne voulons que l'information. Nous ne voulons que l'information pour désintoxiquer. Il sait très bien qu'il y a beaucoup d'intoxication. Il y a beaucoup d'intoxication et l'intoxication n'arrête pas les choses. Nos adversaires politiques de l'autre bord viennent, rien ne se fait, vous n'aurez rien, etc. Mais en réalité, le chantier est à la phase de la cuisson, à la cuisine, ça va sortir bientôt. Mais du fait que les principaux acteurs ne veulent pas coopérer en nous fournissant des informations, on n'arrive pas à désintoxiquer. Grâce au ministre Romain, on a pu avoir des informations de ce qui se fait. La date de démarrage exacte, qui est située à juin 2023. Personne ne savait ça. Personne ne savait ça. Il faut que l'entreprise Adeoti coopère. Si ce n'était pas chez moi, mais j'ai rien à foutre avec l'entreprise Adeoti. Parce qu'ils ont un chantier chez moi que m'intéresse qu'ils appellent. Informez-nous de ce qui se passe. Sinon, s'il n'y a pas d'information, l'intoxication va toujours avancer. Et il ne sera pas compris, lui, et ne me comprendra pas non plus. Parce que à chaque fois, moi, je viendrai sur le chantier voir ce qui se fait. S'il n'y a pas d'information, je vais rencontrer la presse comme je le fais aujourd'hui et dire ce qu'il y a. Mais pour le moment, sur le terrain, manifestement, il n'y a encore rien, mais les choses sont en préparation. Est-ce que j'ai cru devoir comprendre? J'ai vu ça va de concassage, j'ai vu. Qui peut savoir que c'est lui qui a la barre de concassage derrière la personne? J'ai vu le sable qui est en train de grouper quelque part dans un enclos. J'ai vu. Mais qu'on nous donne ces informations fiables pour qu'on puisse aller affronter les autres qui sont là pour intoxiquer, les autres qui sont là pour désinformer, qui sont là pour dire qu'il ne faut pas dire. Dans la suite de cette édition, le maire de Cotonou, Luc Setondia Trokbo, a reçu en audience à son cabinet certaines délégations étrangères ayant pris part à l'Assemblée générale de l'AMF ici à Cotonou. Il s'agit du conseiller Afrique du théâtre de la ville de Paris et du directeur des relations internationales de Montréal au Canada. Bien entendu, ils ont abordé des questions ayant trait au renforcement des coopérations entre les villes. Voici la quintessence de la discussion à leur sortie d'audience. De manière générale, je suis venu rencontrer d'abord le maire pour le remercier, le féliciter aussi d'avoir accueilli l'Assemblée générale de l'AMF. Ensuite, nous avons évoqué très rapidement le fait que Cotonou va être au mois de mars la ville invitée dans le cadre des activités Afrique Capitale au Lavoir moderne de Paris. Je lui en ai parlé, évoqué très rapidement aussi et voir avec l'équipe de la mairie les possibilités de traduire dans les faits et dans des projets concrets
qui pourront être mises en œuvre dans le cadre de l'accord de coopération avec la ville de Paris. C'est un homme qui aime la culture et c'est un homme de culture déjà et qui accompagne déjà beaucoup les artistes. Moi j'ai entendu parler du maire de Cotonou avant d'être ici, de la place qu'il apportait à la culture. Nous avons discuté de pistes de collaboration entre, bien entendu, Montréal et Cotonou. Donc, il y a des échanges qui se poursuivent, qui se tiennent depuis des années déjà, donc, y compris au niveau de nos services. Alors, nous avons discuté de cela. Nous avons également discuté de sujets qui sont extrêmement importants en ce moment, notamment les questions de transition écologique, les questions d'adaptation qui sont importantes également, avec la montée des eaux, le réchauffement climatique. Et pour finir, la Fondation Ouragan Roundéladi a procédé ce lundi à la remise de kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques à Roquebrune et Mist Loussin. Ceci s'inscrit dans le cadre des actions sociales de Émile Roundéladi et sa fondation pour contribuer à l'éducation des enfants. La remise des kits s'est déroulée très tôt dans la matinée de ce lundi dans les 2 écoles. Reportage. Accueillis en liesse par les apprenants des écoles primaires publiques d'Arok-Bouré et de Mist Loussin, les membres de la Fondation Ouragan Roundéladi sont porteurs en ces lieux d'un bon message. Témoigner leur solidarité aussi bien à ces écoliers car leurs parents, l'essentiel de leur gentillesse, comportent des kits scolaires pour l'année en cours. Notre action se justifie par le fait que cette année spécialement, beaucoup de parents d'élèves ont connu des difficultés pour se procurer les fournitures scolaires de leur progéniture. C'est donc un geste de soutien, d'accompagnement et d'assistance aux parents démunis qui peinent à joindre les 2 bouts et pour lesquels les temps de morosité économique qui courent ne font aucun cadeau. Les bénéficiaires dans ces 2 écoles sont les apprenants des classes de CI au CM2. À côté de la satisfaction de leurs parents, se lit leur propre émotion et leur engagement à fournir des résultats encourageants. Nous ne pouvons dire que merci. Le mot n'est pas fort pour exprimer notre joie. Mais veuillez, Monsieur Émile Roundéladi, recevoir notre merci d'enfant. Lorsque nous sommes en face d'un donateur pareil, nous n'avons pas de voix. Les âmes de ces petits bouts de chou-là, les âmes de ces enfants puissent vous accompagner et que vous ne rencontrez aucune difficulté dans la réalisation de vos projets. La Fondation Ouragan Roundéladi n'est pas à son premier geste et la cérémonie de ce jour ne serait pas la dernière, promet le président de la Fondation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision à 16h, votre bulletin d'information et puis à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et jusque-là, à très bientôt.